Après le génocide au Rwanda en 1994, 3 millions de réfugiés se sont précipités vers la frontière est du Zaïre, créant alors la pire crise de réfugiés que le monde n'ait jamais connue selon l'ONU. Mais parmi ces réfugiés, il y avait également certains auteurs du génocide. Ils représentaient alors une menace pour la sécurité du tout nouveau gouvernement du Rwanda. Cela posait un problème de sécurité majeur au Rwanda. Il y avait entre 30 et 40 000 soldats qui s'entraînaient à la frontière du pays et qui voulaient retourner là-bas pour finir ce qu'ils avaient commencé. Le gouvernement du Rwanda nous a affirmé plusieurs fois que si la communauté internationale ne pouvait pas régler ce problème, alors il trouverait lui-même une solution. Je pensais qu'ils allaient organiser des opérations militaires près de la frontière. Au lieu de cela, ils ont agi de façon clandestine. Ils ont infiltré les troupes rwandaises, rejoint les forces rebelles et ont créé l'AFDL. En 1996, l'armée du Rwanda et de l'Ouganda ont soutenu le mouvement rebelle de l'AFDL, dirigé par Laurent Désiré Kabila, et ont envahi l'est du Congo. L'objectif du gouvernement rwandais et ougandais était de vider les camps de réfugiés. L'objectif de Laurent Kabila était de renverser le président Mobutu Sese Seko. Bazima Karaha était le ministre des Affaires étrangères de l'AFDL. C'était la première fois que nous voyions un génocide en Afrique. Cette culture devait être éliminée. Mais il y avait un autre problème. Ce problème, c'est que Mobutu était le deuxième plus grand dictateur du monde. Il devait être évincé. Je lui ai dit, tu peux partir, soit par la porte, soit par la fenêtre. Après 30 ans, les États-Unis ont décidé d'abandonner leur allié de la guerre froide, Mobutu Sese Seko. Le président Clinton a alors envoyé un ambassadeur de l'ONU, Bill Richardson, pour transmettre le message à Mobutu. Le gouvernement américain m'a demandé d'aller voir le président Mobutu et de lui dire « Monsieur le Président, nous ne vous soutiendrons plus. Nous voulons que vous quittiez le pays. » Il m'a alors regardé et il m'a dit « Vous savez combien j'ai soutenu les États-Unis » J'ai dit « Oui, je sais. » Les États-Unis et la communauté internationale ont découvert une nouvelle classe de dirigeants africains. Il semblait clair qu'à partir de cet instant, ils allaient tous soutenir Kabila et le hisser à la tête du pays. J'ai rencontré Kabila plusieurs fois. Il m'aimait bien. On s'entendait bien. Je lui ai dit, vous voulez avoir une bonne relation avec les États-Unis? Nous cherchons la paix. Nous aimerions vous aider. Si vous êtes un réformateur, si vous instaurez la démocratie et que vous respectez les droits de l'homme, alors nous vous aiderons. À la fin de la guerre froide, les États-Unis n'avaient plus besoin de Mobutu. Ils ont alors demandé au Congo de l'évincer. Bien que la FDL avançait rapidement, elle a vite dû trouver une source financière afin de s'emparer de la capitale Kinshasa. Kabila m'a demandé, est-ce que Bill Clinton peut me prêter 100 millions de dollars? Et c'est là que j'ai compris qu'il ne connaissait absolument pas le processus politique. L'AFDL était en train d'essayer de réunir de l'argent. Et au Congo, ce qui peut rapporter beaucoup, ce sont les exploitations minières. Afin de financer la guerre, l'AFDL s'est directement dirigée vers la région de Katanga, qui regorge de cuivre et de cobalt. L'élément essentiel de cette histoire, c'est que Katanga est et a toujours été au centre du conflit congolais, tout simplement parce que c'est là que se trouve l'argent. La véritable richesse minière du Congo se trouve à Katanga. C'est ici qu'ils se font énormément d'argent. C'est dans la province de Katanga que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit 2 des minerais les plus précieux. L'agence américaine de logistique de la défense, qui dispose d'un département sur les minerais, a classé le cobalt dans son top 10. Beaucoup de gens sont